Labo, c'est... Bonjour à tous, bienvenue dans cette presque 3e journée de l'Afraviva 20 connecté. Alors, juste quelques données, vous étiez extrêmement nombreux à vous être connectés hier et c'est super, on totalise sur la journée un peu plus de 1000 connexions. Bravo et continuez aujourd'hui un programme fantastique. Alors, c'est mon plaisir d'introduire le professeur Souleymane Bouk, qui est une figure majeure de la recherche scientifique, de la recherche internationale. Vous le connaissez, il est à Dakar et dirige le laboratoire, un gros laboratoire dont je ne sais jamais me rappeler le nom. INSS. Vous coupez ça, Jean-Daniel. Coupez l'ordi, s'il vous plaît. Coupez ça. J'ai oublié de dire d'annoncer les 3 premières. On ne s'est pas connu. Pourquoi il ne parle pas? Allô? Oui. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence internationale sur le VIH, les hépatites et la santé sexuelle, qui a la particularité cette année à Dakar de parler de la COVID-19. Je voudrais remercier les organisateurs et aussi le procès Éric Laporte qui m'ont permis de faire cette présentation en plénière. Je dois dire que c'est la première fois que je fasse une présentation en première qui porte sur échec thérapeutique, parlons-en. Nous allons faire cette présentation selon le plan qui est présenté. On va parler de l'accès aux antirétroviraux, définir l'échec thérapeutique, les facteurs liés à l'échec thérapeutique, discuter quelques situations de gestion de l'échec thérapeutique, ses conséquences, et nous allons revenir sur la notion du seuil d'échec virologique avant de conclure. D'après le rapport ONU-SIDA 2019, 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2018. Et parmi ces personnes qui vivaient avec le VIH, 21% ne connaissaient même pas leur statut sérologique. Et on constate, comme vous pouvez le voir ici en vert, un accès progressif au traitement antirétroviral, avec en fin 2018, près de 23 millions de personnes qui étaient sous traitement antirétroviral. Il faut dire que cette lutte contre l'infection à VIH porte des fruits et on peut seulement par cet élément qui est la baisse de la mortalité liée à l'infection à VIH qu'on a constaté depuis 2005 avec une baisse très sensible depuis 2010. Et beaucoup de spécialistes pensent que cette baisse de la mortalité est due à cet accès progressif au traitement antirétroviral que nous avons vu. Mais est-ce que d'autant plus l'objectif ONU-SIDA des 3,90 est-il atteint? Nous rendons compte qu'il n'y a que 79% des personnes qui connaissent leur statut sérologique. Et parmi eux, 78% sont sous traitement, avec seulement 86% qui ont un char viral supprimé. Et cette situation est encore plus grave lorsqu'on regarde l'Afrique de l'Ouest et centrale, avec, je vais m'arrêter seulement sur ce 3e 90, où on n'a que 76% de personnes qui ont un char viral dit supprimé. Et cette notion de charge virale supprimée est un peu contradictoire au mot réellement supprimé. En fait, le mot charge virale supprimé ici utilisé veut dire charge virale inférieure à 1000 copies, qui n'est pas l'indétectabilité objectif principal du traitement antirétroviral. Nous savons que lorsqu'on met une personne sous traitement antirétroviral, on aimerait avoir un charge viral indétectable, qu'il y ait une restauration de la fonction immunitaire et qu'il n'y ait pas la progression ou l'apparition d'autres infections opportunistes.
et surtout qu'il y ait une amélioration de la qualité de vie. Et aujourd'hui, on parle également que lorsqu'on est sous traitement antirétroviral, lorsqu'il y a un succès, il n'y a pas de transmission du VIH pendant les rapports sexuels. Donc, pour définir l'échec thérapeutique, on peut dire que l'absence de l'un de ces éléments place le patient en situation d'échec. Et comme il a été défini dans le livre Après VIH 2020, le succès virologique veut dire absence de réplication. Donc, lorsqu'il y a une réplication virale, on est en situation d'échec thérapeutique. Mais l'OMS définit cette notion d'échec en 3 éléments. L'échec virologique, avec une notion de seuil d'échec virologique fixée à 1000 copies, sur laquelle nous allons revenir plus loin. Et l'échec immunologique, CD4 inférieur à 250, ou bien les CD4 qui persistent à 100 copies après 1 an de traitement. Et l'échec clinique étant l'apparition d'infections opportunistes, classantes stade 4, après 6 mois d'un traitement bien conduit. Donc, vous vous rendez compte que cette notion d'échec virologique est assez complexe. Mais il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à l'échec thérapeutique. Le premier facteur qui est très reconnu, c'est l'observance thérapeutique. On a également les interactions médicamenteuses. Les patients commencent le traitement à un stade très avancé de la maladie. Il y a le facteur médicamenteux, surtout la barrière génétique du médicament, et bien d'autres facteurs que nous n'allons pas y revenir. Donc, parlant de l'adhérence, j'ai pris pour illustrer cette publication qui montre que l'adhérence est statistiquement liée, la mauvaise adhérence est statistiquement liée à l'échec thérapeutique. Et ça a été une étude qui a été faite chez les enfants en Ouganda. Et cette autre étude qui a été faite en Éthiopie revient également sur la notion d'échec chez les patients, chez les enfants infectés qui commencent le traitement antirétroviral tardif. Et cette diapositive que j'ai pris qui a été présentée à la CROI 2019 confirme cette notion d'échec chez les patients comment un traitement à un stade très avancé de la maladie. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe, les patients qui commencent un traitement avec un taux de CD4 supérieur à 500 ont beaucoup plus de chances d'avoir une charge virale indétectable. Et pour ceux qui commencent un traitement à charge virale avec un taux de CD4 bas à moins de 200, ont moins de chances d'avoir une charge virale indétectable, donc beaucoup plus sont en réplication virale. Et cette diapositive montre également que le fait d'avoir une charge virale, un taux de CD4 élevé quand on commence le traitement est statistiquement lié au succès virologique. Nous l'avons également démontré dans une étude qui est faite au Cameroun actuellement, ça s'appelle l'étude NAMSAT, dont les résultats S96 viennent d'être publiés dans Lancet HIV 2020, qui montre que lorsque les patients commencent un traitement avec une charge virale supérieure à 100 000 copies, la réponse virologique n'est pas celle attendue, avec moins de 80% des patients qui vont avoir une charge virale indétectable, quel que soit le bras, que ce soit le bras de l'Oteltavir ou le bras Efavirenz 400. L'un des problèmes d'échec est lié aux interactions médicamenteuses. Et j'ai pris juste le diapositive de l'étude présentée par Bach et Hall à la CROI 2019 qui montre l'échec lié aux interactions médicamenteuses, surtout les interactions antirétrovirales et antituberculeuses, sur lequel avec quoi les auteurs proposent de changer de comédication pour l'alternative ou modifier la dose du médicament. Surtout, cette étude vient montrer que la gestion de l'échec thérapeutique est un problème multidisciplinaire. Les problèmes d'échec peuvent être également liés aux comorbidités, aux interactions médicamenteuses,
Aussi, il faut ne pas minimiser les mauvaises prescriptions thérapeutiques, mais j'ai ajouté dans cette diapositive le poids de la médecine traditionnelle qui est un facteur qui doit être pris en compte dans notre contexte parce que beaucoup de patients qui sont sous traitement sont également en train de prendre des portions traditionnelles dont l'interaction peut jouer sur réduire l'efficacité du traitement et jouer sur la suppression virale. Cette étude également faite en Éthiopie remet en exergue ce problème d'échec thérapeutique lié au stade OMS qui montre que les patients qui commencent un traitement au stade 3-4 de l'OMS ont beaucoup plus de chances d'avoir un échec thérapeutique. Il ne faut pas, dans l'échec thérapeutique, minimiser le facteur médicamenteux. Cette étude montre la multiplication, l'apparition des résistances chez les patients qui est croissant selon la classe thérapeutique. Et nous nous rendons compte que, d'après cette étude, que la proportion des patients qui ont des résistances est beaucoup plus élevée chez les patients qui ont un protocole avec des inhibiteurs non nucléosides la reverse transcriptase, dont la barrière génétique est très faible. Alors, la gestion d'une situation d'échec dépend du pays où on se trouve, dépend du plateau technique. Et j'ai pris un peu ces données du livre AfraVIH qui montrent dans les pays en voie de développement, comme dans les pays à ressources limitées, le premier élément pour gérer une situation d'échec, c'est d'évaluation de l'observance. Il faut faire la charge virale et la contrôler. Et dans les pays en voie de développer, quand la charge virale revient détectable, on va faire des tests de résistance classiques, voire des tests ultrasensibles, faire le dosage plasmatique des médicaments et modifier le traitement antirétroviral en fonction des résultats avec l'introduction des nouvelles molécules. Et dans les pays où le plateau technique n'est pas adéquat, l'observance, comme je l'ai dit, reste de rigueur, rechercher les comorbidités, monitorer la charge virale si elle est disponible et changer le traitement selon les recommandations OMS. Et ces recommandations OMS, j'ai pris ce tableau dans le livre AfraVIH 2020 qui donne un peu des indications sur quel traitement donner en deuxième ligne après l'échec de première ligne et qui également donne des indications sur les protocoles de troisième ligne selon ce que le patient aurait pris en première ligne, en deuxième ligne, si le test de résistance n'est pas disponible. Et il y a plusieurs études qui ont un peu évalué ces protocoles recommandés par l'OMS en première et deuxième ligne. Il y a l'étude de Ledy, Ernest, Darwin, l'étude Tilao. L'étude ANRS est arrivée à la conclusion selon laquelle les trois protocoles de deuxième ligne recommandés par l'OMS étaient plus ou moins équivalents. Et dans l'étude Darwin, ils ont démontré que le taux d'échec virologique est plus faible dans le bras de dolutegravir, quel que soit le profil de résistance des inhibiteurs, résistance aux inhibiteurs nucléosides à la transcriptase inverse que le patient aurait pris. Et quelque chose qui avait déjà été confirmé, et c'est pour ça qu'on voit dans la gestion des protocoles des échecs, on maintient le 3TC, c'est que la présence préalable de la mutation M184VI n'influence pas le succès virologique chez les patients. Et cette étude, publiée dans le New England, remettait en cause l'utilisation de la monothérapie par lopinavir, ritonavir, et montrait qu'il n'y avait pas d'intérêt à proposer le raltegravir chez les patients qui étaient en échec d'inhibiteurs non nucléosides de la reverse transcriptase. Et j'ai mis l'étude Tilao, publiée dans Lancet 2019, qui avait quand même cette particularité qui est revenue sur la notion d'observance en démontrant que lorsqu'on renforce l'observance et qu'on fasse une deuxième charge virale, il y a 67% des patients qu'on va maintenir en première ligne
après S48. Ce qui confirme le fait que lorsqu'il y a un échec, il faut renforcer l'observance, confirmer par une nouvelle charge virale avant de décider de changer, de passer soit en première ligne, soit en troisième ligne. Ce qui confirme ce qu'on a vu bien avant, que l'observance reste le premier problème, le premier facteur d'échec virologique. Alors, quel doit donc être le seuil de charge virale dans la gestion d'échec virologique? Quand nous regardons les recommandations OMS, on se rend compte que l'OMS a commencé à éditer ses recommandations en 2002. En 2002, l'OMS ne s'est pas fixé de seuil. En 2006, le seuil d'échec virologique fixé par l'OMS était de 10 000 copies. Et l'OMS a évolué en 2010 en fixant un seuil à 5 000 copies. Aujourd'hui, depuis 2013, dans les recommandations OMS, le seuil d'échec virologique est fixé à plus de 1 000 copies. Cette étude a un peu guidé, fait partie des études qui ont guidé les recommandations OMS de 2006, qui montraient que le seuil critique de progression vers la maladie au stade SIDA, c'était quand la charge virale était supérieure à 10 000 copies. Mais en 2010, l'OMS est revenu sur cette notion de 10 000 copies en fixant le seuil à 5 000 copies. Et j'ai choisi pour vous cette étude qui a fait évaluer les valeurs prédictives positives d'échec selon les critères cliniques qui montraient que lorsque le patient avait une charge virale supérieure à 5 000 copies, il avait beaucoup plus de risques de progression et de progression vers le stade SIDA. Mais depuis 2013, l'OMS est revenu sur une notion en fixant le seuil à 1 000 copies. Et ce seuil de 1 000 copies également s'est basé sur beaucoup d'études, dont celle que j'ai choisie, qui montrait que pour les patients qui sont sous traitement antirétroviral, avec une charge virale inférieure à 1 000 copies, le risque de transmission du VIH dans les rapports sexuels chez les patients sérodiscordants était faible. Mais on se rend compte quand même que dans les recommandations américaines, le seuil d'échec virologique est fixé à 200 copies. Dans ces recommandations, ils se sont basés sur une étude qui a essayé d'évaluer la progression ou l'apparition des mutations de résistance en stratifiant les patients à moins de 50 copies, entre 50 et 199 copies, 200, moins de 500 et plus de 500 copies. Et dans cette étude, ils ont montré qu'il y avait moins de progression et de mutation de résistance lorsqu'on était entre 50 et 199 copies. Et à partir de 200 copies, la progression et la mutation de résistance étaient sensibles. Dans les recommandations européennes de 2014, c'était pas de réplication virale, comme on l'avait dit plutôt, mais dans la recommandations 2018, ils ont fixé le seuil à 200 copies. Et une des études montrait que lorsque les patients commencent le traitement avec une charge virale élevée, le taux de succès virologique n'est pas le même. Donc, à plus de 500 000 copies, on a un taux de succès virologique qui est faible, de 90%, contrairement aux patients qui commencent un traitement avec moins de 100 000 copies, qui peuvent aller jusqu'à 98%. Dans l'étude NAMSA donc, que j'ai évoquée tout à l'heure, nous avons trouvé que les patients qui sont dans le bras de dolutegravir, avec une charge virale inférieure à 1000 copies, il y avait moins de risques de développer des mutations de résistance à S48, contrairement aux patients qui sont dans le bras efavirenz 400, qui déjà à 200 copies, après 200 copies, avaient un risque de développement des mutations de résistance élevé.
Avec ces éléments, on se pose la question donc, quel est le meilleur seuil de charge virale? Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ces diapositives qui ont été présentées à ACE 2005, qui montraient un problème de mutation, l'apparition de mutations de résistance chez les patients sous traitement sous-optimal, je voulais dire sous-optimal ici, en disant que le maintien d'un traitement antirétroviral sous-optimal, moins de 400 copies, sur une durée médiane de 6 mois, conduisait à l'accumulation d'un nombre de mutations de résistance non négligeable et la perte potentielle d'options thérapeutiques futures. Également, dans cette étude publiée, présentée à la CROI 2019, qui revenait également sur ce problème de faible virémie et de succès virologique, disent que le risque augmenté d'échec virologique chez les patients mettant plus d'un an à obtenir une charge virale indétectable. Et cette notion de chèque virologique chez les patients avec des charges virales faibles va être reprise dans la présentation de Solange, que je ne vais pas revenir. Donc, en conclusion, quelle est donc la valeur de seuil d'échec virologique? Nous trouvons qu'il y a quand même une contradiction dans les recommandations. Avec les premières lignes à barrière génétique faible, on avait défini un seuil d'échec virologique à 1000 copies. Avec aujourd'hui les recommandations qui ont des protocoles avec barrière génétique élevée comme de l'Utegravir, on a toujours un seuil d'échec virologique de 1000 copies. Cette contradiction n'est pas acceptable. La gestion de l'échec thérapeutique est donc un processus complexe et multidisciplinaire. La mise d'un patient sous traitement antirétroviral implique d'emblée qu'on aura à gérer de façon au futur des échecs de traitement. Donc, dès qu'on commence le traitement, il faut commencer à prendre des mesures pour prévenir l'apparition d'échecs. Et la mise en place d'un plateau technique de suivi biologique des patients est la clé de la prévention des échecs. Lorsqu'on explique à un patient que son traitement est inefficace, que sa charge virale replique, ça attire son attention et le patient va recommencer à bien prendre son traitement et on va éviter les situations d'échec. Et le rôle d'une faible réplication virale dans l'apparition des résistances n'est pas négligeable. Quand on prend en compte ces données, on se pose toujours la question, est-ce qu'on doit rester sur le seuil de 1000 copies? Si nous restons sur les recommandations OMS, avec accès à la charge virale tous les 3 mois, nous pouvons garder la valeur de 1000 copies au vu des résultats de l'étude NAMSAL AS48. Mais sachant que la charge virale n'est pas déjà disponible à plus de la moitié des patients, même une fois par an, et que les inhibiteurs non nucléotides à transcriptase inverse sont toujours dans l'arsenal thérapeutique de l'OMS, d'une part, et d'autre part, vu le résultat d'études Advance et NAMSAL publié dans le Lancet HIV au mois d'octobre, et tout ce que nous venons de voir avec les faibles virémies, il me semble plus logique de passer à un seuil de 200 copies. Donc, 2002, pas de seuil. 2010, 4 ans après, on fixe le seuil à plus de 10 000 copies. 3 ans après, 2010, on fixe le seuil à 5 000 copies. 2013, le seuil est à plus de 1000 copies. Moi, je pense qu'il faut penser au lieu de 200 copies et expliquer que l'objectif du traitement reste l'indétectabilité. Chaque fois que ça replique, même si c'est 199 copies, le praticien ne doit pas être tranquille. Notre objectif, c'est d'avoir une charge virale indétectable. Je voudrais remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé à la préparation de cette présentation. Professeur Yves Laporte, Dr. Foilin Michel, Dr. Tafak Marcelin, Dr. Zemxi Sylvain. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Bonjour à tous.
Bonjour Christine, bonjour Kumba et bonjour aux organisateurs pour m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous ce matin. Il est sûr que des événements ont bouleversé les plans de départ, mais je dois dire que je dois m'impressionner de la réactivité qui a été mise en place pour permettre le bon déroulement et que cette connexion, même si elle n'a pas tous les ingrédients, disons, toute la saveur d'une conférence où on est tous ensemble, a quand même énormément d'avantages et nous permet de suivre cette conférence. Et je voudrais vraiment me féliciter de tout ce qui est fait. Mais étant aussi derrière les rideaux, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce n'est pas aussi facile. Il ne faut pas penser que c'est parce que simplement ça se fait par Internet, c'est connecté que tout se passe. Je voudrais vraiment féliciter toute l'organisation qu'il y a derrière, qui est une très grande organisation avec énormément de stress, je dois le dire, tout comme quand on organise une conférence où on est ensemble. Et je crois que c'est le lieu de le dire. Bon, l'avantage aussi que cela a, c'est que ça nous donne plus de flexibilité et ça permet de connecter un peu des gens qui peut-être n'auraient pas eu la chance d'être présents dans une conférence où on est en présentiel. Donc, ceci dit, je devrais introduire la prochaine conférence, la vidéo de Yuzuke. Et théoriquement, on devrait être ensemble avec Yuzuke pour introduire sa présentation. Je remercie les organisateurs d'Afravi de m'avoir invité à parler du contrôle de l'hépatite B, enjeux, défis et obstacles. Lorsque nous parlons des principales maladies infectieuses dans le contexte de la santé mondiale, il y a toujours le paludisme, le VIH et la tuberculose. En effet, ces maladies sont à l'origine de nombreux décès dans le monde. Cependant, les statistiques récentes de l'OMS ont clairement montré qu'en combinant les hépatites A, B, C et E, le nombre de décès liés à l'hépatite virale est supérieur au nombre de décès dus au paludisme ou au VIH et similaire à celui de la tuberculose. Cela montre que l'hépatite virale doit être considérée comme un problème de santé mondiale important. Parmi ces décès liés aux hépatites virales, plus de la moitié sont dus à l'hépatite B, qui est au centre de ma présentation aujourd'hui. En 2016, l'OMS a adopté une stratégie mondiale pour éliminer les hépatites B et C d'ici 2030 en tant que menace pour la santé publique. Cette stratégie vise à réduire l'incidence des nouveaux cas d'hépatite virale B et C chroniques de 90% et la mortalité due aux hépatites virales B et C de 65%. Le vaccin contre l'hépatite B, principal outil de lutte contre l'hépatite B, est disponible depuis les années 80 et maintenant presque tous les pays ont intégré 3 doses de vaccin chez les nourrissons dans leur programme national. Cependant, le vaccin est souvent administré sous forme de vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos, etc., à partir de l'âge de 6 à 8 semaines. Ces vaccins pour nourrissons sont très efficaces pour prévenir la transmission horizontale, mais pour éviter la transmission périnatale de la mère à l'enfant, la première dose doit être débutée dès la naissance, de préférence dans les 24 heures. Cette dose à la naissance n'est pas encore largement mise en œuvre, notamment dans les pays africains. Il s'agit d'un modèle mathématique prédisant le nombre de nouveaux cas d'infection chronique par le VHP dans le monde. Avec une couverture vaccinale actuelle ciblant principalement les nourrissons et pas nécessairement les nouveau-nés, il est possible de réduire l'incidence des nouvelles infections en empêchant les transmissions horizontales. Cependant, cela sera insuffisant pour atteindre l'objectif d'élimination de l'OMS
de 90% de réduction d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, nous devons rajouter la dose à la naissance du vaccin de l'hépatite B et d'autres mesures pour prévenir la transmission mère-enfant du VHP. Ainsi, l'OMS a identifié comme une des cibles majeures l'augmentation de la couverture des mesures préventives contre la transmission mère-enfant de 39% en 2015 à 90% en 2030. Regardons maintenant les courbes de mortalité prédisant le nombre de décès dus à l'infection par l'hépatite B dans le futur. Même avec une vaccination infantile bien mise en œuvre, avec une bonne couverture, le nombre de décès consécutifs à une hépatite B continue d'augmenter au cours des prochaines décennies. Pourquoi? Dans de nombreux pays à forte prévalence, la vaccination infantile n'a été introduite que récemment au cours des 10 à 20 dernières années, et par conséquent, de nombreux adultes nés avant le programme de vaccination étaient déjà infectés. Une proportion non négligeable de ces adultes infectés continuent de vivre avec un risque important de développer une cirrhose ou un cancer du foie. Afin de modifier cette trajectoire, en plus des efforts continus de la vaccination des nouveau-nés et des nourrissons, il est nécessaire de dépister les adultes pour une infection chronique, les évaluer pour leur éligibilité à un traitement antiviral et, si besoin, les traiter avec des antiviraux. Par conséquent, une autre cible majeure de l'OMS est l'augmentation de la couverture du traitement chez les porteurs chroniques éligibles au traitement antiviral de 8% en 2015 à 80% en 2030. Cette carte montre la prévalence de l'infection chronique par l'hépatite B par pays. La couleur rouge représente une prévalence dépassant 10% et le rose saumon représente une prévalence entre 5 et 10%. Il est évident que de nombreux pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie sont fortement touchés par une infection chronique d'hépatite B et la plupart de ces pays sont classés comme des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc, c'est à ce niveau que nous avons besoin de implementation science. Nous avons déjà les outils comme les vaccins, les tests diagnostiques ou les traitements antiviraux dont l'efficacité est bien établie dans les pays du Nord. Mais il faudra optimiser la mise en œuvre de ces outils en les adaptant aux pays à ressources limitées en Afrique et en Asie. Et c'est là où il y a des questions importantes de santé publique. D'abord, je vais parler de la prévention de la transmission mère-enfant. Dans les diapositives suivantes, je présente le risque de transmission mère-enfant par l'antigène U de l'hépatite B maternelle pendant la grossesse, un marqueur classique de réplication virale. La transmission mère-enfant est définie comme la positivité de l'antigène HPS chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois. En l'absence de toute mesure préventive, environ 70 à 90% des nourrissons nés de mères infectées par le VHB et positifs pour l'antigène HBU sont infectés par l'hépatite B. En revanche, le risque est d'environ 5 à 30% chez ceux qui sont nés de mères infectées par le VHB, mais qui sont négatifs pour l'antigène HBU. En assurant la vaccination des nourrissons à partir de 6 à 8 semaines de vie, le risque diminue légèrement, permettant principalement d'éviter la transmission horizontale précoce et la transmission mère-enfant qui survient après la naissance pendant la petite enfance. Et commençant le vaccin contre l'hépatite B chez les nouveau-nés dès que possible après la naissance, de préférence dans les 24 heures, le risque devient de 10 à 30% chez ceux qui sont nés de mères positives pour l'antigène HBU et le risque devient négligeable pour ceux qui sont nés de mères négatives. L'OMS a recommandé que, quel que soit le statut de la mère infectée ou pas, tous les nouveau-nés devraient recevoir cette dose à la naissance. Malgré cette recommandation, de nombreux pays n'ont pas encore intégré la dose à la naissance dans leur programme national.
Sur cette carte, la couleur jaune indique ces pays sans dose à la naissance. En l'absence de soutien de Gavi, de nombreux pays africains ne l'ont pas encore introduite. Mais la situation pourrait s'améliorer bientôt car le Gavi pourrait apporter un soutien à ces pays pour la mise en œuvre de la dose à la naissance. Même dans les pays qui ont introduit la dose à la naissance, son administration n'est pas toujours réalisée conformément au calendrier. Voici les résultats d'une revue systématique de la couverture vaccinale chez les nouveau-nés dans les pays qui ont intégré la dose à la naissance, comme la Gambie et le Nigeria. Si plus de 60% des nourrissons ont reçu le vaccin monovalent contre l'hépatite B à 28 jours, seulement 1% l'ont reçu le jour de leur naissance ou le lendemain, conformément au calendrier recommandé par l'OMS. Voici la liste des obstacles pour administrer cette dose à la naissance en Afrique subsaharienne. L'étude par l'OMS a montré qu'il y a absence de procédure opérationnelle, non-intégration de la dose à la naissance dans le paquet de soins néonatal, administration de la dose à la naissance au moment de la sortie de la mère de la maternité, manque de services de vaccination quotidien pendant la nuit ou pendant le week-end, manque de stratégie avancée pour atteindre les bébés nés à la maison. Dans les pays riches, en plus de la dose à la naissance, des immunoglobulines sont administrées à des nourrissons nés de mères à haut risque. En ajoutant des immunoglobulines, le risque d'infection peut être considérablement réduit. Cependant, environ 4 à 10% des nourrissons nés de mères séropositives pour l'anti-HPV sont infectés. Par conséquent, dans les pays riches, en plus du vaccin à la naissance et de l'immunoglobuline, un traitement antiviral maternel pendant la grossesse est recommandé. L'année dernière, nous avons été mandatés par l'OMS pour mener 2 revues systématiques, l'une portée sur l'efficacité et l'innocuité de la prophylaxie antivirale péripartum, et l'autre était d'identifier le seuil de la charge virale de l'hépatite B maternelle pendant la grossesse, à partir de laquelle le risque d'échec de l'immunoprophylaxie infantile commençait à augmenter, malgré l'administration de la dose à la naissance et des immunoglobulines. Nous avons montré que le risque est négligeable en dessous d'une charge virale de 200 000 unités internationales. Ensuite, le risque commence à augmenter au-dessus de ce niveau de la charge virale maternelle pendant la grossesse. Nous avons également mené une revue systématique des essais contrôlés randomisés et des études contrôlées non randomisées afin d'évaluer l'efficacité et la sécurité du traitement antiviral péripartum utilisant le ténorovir. Cette revue systématique a permis, avec un niveau de preuve important, de confirmer l'efficacité du ténorovir pendant la grossesse pour réduire le risque de transmission mère-enfant avec un bon profil de sécurité. Mais dans la plupart des études incluses dans cette revue systématique, une dose à la naissance et des immunoglobulines ont été administrées à tous les nouveau-nés et aucune étude n'a évalué une stratégie sans immunoglobulines. Étant donné qu'une administration des immunoglobulines est difficilement envisageable dans de nombreux pays à ressources limitées pour des raisons de disponibilité et de coût, il est urgent d'évaluer l'efficacité du traitement antiviral péripartum sans immunoglobulines néonatales. Un autre obstacle potentiel à la mise en œuvre de la prophylaxie antivirale péripartum dans un contexte à ressources limitées est le manque d'accès aux tests moléculaires pour quantifier la charge virale. Nous avons donc mené une revue systématique pour évaluer si un marqueur sérologique, l'anti-HPV, était un bon marqueur proxy pour indiquer une charge virale élevée supérieure à 200 000 unités internationales. Nous avons constaté que la sensibilité combinée de l'anti-HPV était de 88%, avec une spécificité de 93%. Mais dans cette revue systématique,
La plupart des études ont utilisé un dosage immunologique en laboratoire, tel que l'ELISA ou la chimioluminescence pour détecter l'anti-HBV, et seules quelques études ont utilisé un test de diagnostic rapide. Étant donné que le test de diagnostic rapide est plus coûteux et plus facile à réaliser dans un environnement décentralisé, nous avons besoin de données supplémentaires pour la réalisation de ces tests. En considérant les résultats issus de ces revues systématiques et d'autres données, l'OMS a publié cet été les lignes directrices pour la prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B. Il est recommandé que les femmes enceintes avec une charge virale supérieure à 200 000 unités internationales soient traitées avec un tenofovir de la 28e semaine de grossesse, au moins jusqu'à la naissance. De plus, dans les endroits où les femmes n'ont pas accès aux tests moléculaires pour quantifier la charge virale, l'antigène HBV peut être utilisé comme une alternative pour déterminer l'éligibilité à la prophylaxie antivirale. Les lignes directrices ont également reconfirmé l'importance des recommandations précédentes, à savoir de vacciner tous les nourrissons à la naissance, puis ensuite administrer 2 ou 3 doses de vaccin contre l'hépatite B. En résumé, en utilisant la dose à la naissance, les immunoglobulines et la prophylaxie antivirale péripartum, le risque de transmission mère-enfant devient très faible chez les nourrissons nés de mères à haut risque. Voyons maintenant la prise en charge des personnes atteintes d'hépatite B chronique. L'étude Prolifica en Gambie a évalué la faisabilité et l'acceptabilité du dépistage communautaire de l'anti-HBs et du traitement pour les personnes éligibles au traitement antiviral. Nous avons trouvé qu'environ 70% des personnes acceptaient le dépistage de l'anti-HBs, dont environ 9% étaient positifs pour l'anti-HBs. Plus de 80% des personnes anti-HBs positives ont été évaluées pour leur éligibilité au traitement et au final, 4,4% étaient éligibles. Enfin, tous ceux qui étaient éligibles au traitement ont accepté d'être traités par le tenofovir et 91% avaient une charge virale indétectable 12 mois après la mise sous traitement. Cette étude a donc montré la faisabilité d'un tel programme en Afrique subsaharienne. Voici le pourcentage des sujets porteurs chroniques de l'hépatite B en Afrique qui sont éligibles au traitement selon les critères européens. Ce pourcentage varie des contextes selon les contextes. Moins de 5% des porteurs chroniques issus de la population générale sont éligibles. Et environ 10% parmi les donneurs de sang, prisonniers ou travailleurs de sexe sont éligibles et entre 15 et 20% en milieu hospitalier sont éligibles pour le traitement. Cela montre que, quelle que soit l'origine des patients atteints d'hépatite B, la majorité n'est pas éligible au traitement antiviral et donc il est très important d'évaluer leur éligibilité au traitement. Voici la prise en charge standard conventionnelle. Suite à un test de dépistage positif de l'antigène HBs, 3 paramètres doivent être évalués. L'inflammation hépatique, la fibrose et la charge virale. Certains de ces paramètres sont difficiles à examiner dans les pays à ressources limitées parce que les tests diagnostiques conventionnels restent inaccessibles dans ces pays, ce qui représente un frein majeur pour déployer le programme de traitement de l'hépatite B. Pour surmonter ces problèmes, il y a 3 approches. La première approche est d'utiliser des marqueurs simples et peu coûteux qui peuvent potentiellement remplacer chacun de ces paramètres. Au lieu de la détection de l'anti-HBs par un test immunologique par ELISA ou chimioluminescence, il existe des tests diagnostiques rapides qui coûtent seulement €1 avec une spécificité de presque 100%
et une sensibilité d'environ 90%. Les taux d'ALAT peuvent être mesurés même dans les pays à ressources limitées, mais la biopsie de foie ou le fibroscan pour déterminer les stades de la fibrose hépatique ne sont pas accessibles. Il y a plusieurs tests non invasifs comme APRI ou FIB4 qui ont été évalués. Et par exemple, en Gambie et au Sénégal, nous avons montré que le ratio de gamma-GT et plaquettes était très utile pour l'évaluation des différents stades de fibrose. L'accès à une PCR pour quantifier la charge virale du VHB reste encore très limité dans ces pays. GeneXpert en PCR automate qui coûte environ 20 € par test peut être une solution dans certains endroits, mais pas partout. GeneXpert s'appuie sur des équipements et consommables spécialisés nécessitant de la climatisation, une alimentation électrique uninterrompue, une incinération à haute température pour les cartouches toxiques, ainsi qu'une expertise considérable dans la maintenance et la réparation des instruments. Hepatitis B core-related antigen est un nouveau marqueur sérologique pour mesurer la réplication virale de l'hépatite B. Une corrélation étroite entre les taux de hepatitis B core-related antigen et les taux de charge virale a été montrée chez les patients atteints d'hépatite B n'ayant jamais reçu de traitement. Nous avons conduit une revue systématique et une méta-analyse de données individuelles de plus de 10 000 participants qui a montré une corrélation étroite, quel que soit le génotype de l'hépatite B. Ce marqueur est intéressant car il coûte moins de 15 € et plus simple à utiliser que la PCR, et il sera possible de rendre un résultat semi-quantitatif en utilisant un test de diagnostic rapide basé sur la technologie de immunochromatographie. La deuxième approche est d'utiliser un algorithme simple et peu coûteux pour déterminer l'éligibilité au traitement. En utilisant l'éligibilité au traitement selon les lignes directrices européennes de ISL sur la base du niveau de ALAT, de la charge virale et de la biopsie du foie ou du fibroscan comme test de référence, nous avons développé un score simple pour définir l'éligibilité au traitement avec les données de Prolifica en Gambie. Nous avons introduit des variables simples à mesurer comme l'âge, le sexe, l'antigène HBE, les ASAT, ALAT, les plaquettes, etc. dans un modèle multivarié et sélectionner les variables qui restaient dans le modèle avec la méthode stepwise. Nous avons observé que l'antigène HBE et le taux d'ALAT restaient dans le modèle final. Un score simple qui s'appelle TreatB a été validé dans plusieurs études externes en Afrique, Europe et Australie avec un NOROC qui varie entre 0,73 et 0,90 pour indiquer l'éligibilité au traitement. La troisième approche est de traiter tout le monde avec une infection chronique au VHB. Une modélisation récente en Arabie Saoudite a suggéré qu'en comparant la stratégie de dépistage et de traitement actuelle, la stratégie de traiter tout le monde demande un énorme investissement tout de suite après la mise en place, mais finalement devient plus efficace 25 ans après la mise en place. Mais bien évidemment, il reste beaucoup de questions comme la faisabilité et l'acceptabilité de cette stratégie de traiter tout le monde par les populations et aussi par les gouvernements. Avant de terminer ma présentation, je voudrais juste présenter l'impact de COVID-19 sur le suivi des patients atteints d'hépatite B et C chronique dans 3 pays africains, Burkina Faso, Gambie et Tanzanie. Par rapport à janvier 2020, avant le début de la pandémie, le nombre de patients suivis a considérablement diminué en avril dans tous ces pays.
La pandémie COVID-19 met clairement en évidence la fragilité des soins des hépatites virales en Afrique et le besoin urgent d'un soutien innovant et durable au programme de lutte contre les hépatites en Afrique subsaharienne. En conclusion, l'hépatite virale, en particulier l'hépatite B, représente un fardeau de maladies très important dans le monde, mais notamment dans les pays à ressources limitées, en Afrique et en Asie. Nous avons des outils pour lutter contre l'hépatite B, comme les vaccins, les tests diagnostiques, les traitements antiviraux. Mais il faut les optimiser pour bien déployer la stratégie d'élimination dans les pays à ressources limitées. Je remercie pour votre attention et je remercie également tous mes collègues en France, au Sénégal, en Gambie, au Burkina Faso, au Madagascar, en Angleterre et au Japon. Merci Yusuke Shimakawa pour cette excellente présentation. On ne vous a pas présenté, alors je vais le faire. Vous travaillez à l'Institut Pasteur, vous êtes médecin, épidémiologiste et comme on l'a vu, extrêmement engagé dans la lutte contre et l'élimination de l'hépatite B. Merci pour votre intervention extrêmement claire. C'est un grand plaisir d'introduire notre dernière oratrice. C'est une femme, elle nous vient du Rwanda. Elle est médecin, elle est en charge de la clinique des hépatites à Kigali. Elle est aussi fondatrice d'un mouvement de lutte contre les hépatites dans son pays, au Rwanda. Donc, si la technologie nous le permet, parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver Constance, j'ai le plaisir de présenter Constance Mukabasinda du Rwanda. À vous, Constance. Oui. Bonjour. Bon, j'espère que vous me recevez. Oui. Oui, ouais. Donc, merci de m'avoir invité à la conférence d'AFRA-VIH. Oui, comme vous dites, je m'appelle Constance Mukabasinda, de Rwanda Organization for Fighting Against Hepatitis. C'est une organisation de la société civile qui lutte contre les hépatites virales au Rwanda. Je continue avec ma présentation. Allô? Allô? Est-ce que vous me recevez? Allô? Ok. Bon, je n'entends personne, alors je me demande si vous m'entendez. Continuez. Oh, d'accord. C'est tout le problème du live. Désolée, c'est pour ça que oui, messieurs. Donc, on y va à la première slide, s'il vous plaît. Donc, ma présentation s'intitule « De la hépatite C, de la micro à la macro-élimination ». Et le contenu de ma présentation, l'introduction, élimination des hépatites virales, micro-élimination, macro-élimination, les défis de l'élimination, on fait la conclusion. Donc, en introduction, entre 1990 et 2013, les hépatites virales sont passées de la 10e à la 7e place des principales causes de décès à travers le monde, dépassant le VIH, la tuberculose et la malaria.
Donc, les hépatites chroniques B et C comptent pour le 96% de tous les décès par carcinome hépatocellulaire et cirrhose. En 2016, la prévalence globale de l'hépatite C était de 91 millions dans le monde et les 3/4 de ces personnes infectées vivaient dans les pays à bas et moyens revenus. Environ 1,75 million de nouvelles infections avaient été enregistrées cette année-là, principalement donc associées principalement aux soins médicaux à risque et des usagers de drogues injectables. 20% seulement de personnes infectées connaissaient leur statut sérologique en rapport avec l'hépatite C. Et cette même année, 1,76 million de personnes avaient reçu un traitement pour l'hépatite C. Élimination donc des hépatites virales. L'introduction des antiviraux à action directe pour le traitement de l'hépatite C en 2013 a été l'une d'importantes avancées dans le domaine biomédical contemporain. Les antiviraux à action directe donnent une réponse virologique soutenue de l'ordre de 95% après 8 à 12 semaines de traitement de l'une des principales causes de maladies chroniques du foie et de décès dans le monde. L'efficacité de ces régimes de traitement a poussé l'Organisation mondiale de la santé à adopter sa stratégie globale dans le secteur de la santé sur les hépatites virales en 2016. Donc, il faut éliminer l'hépatite virale C comme une menace de santé publique en 2030. Cette stratégie consiste à la réduction de nouveaux cas de l'ordre de 80%, une réduction de 65% de décès imputés à l'hépatite virale C et pouvoir traiter 80% d'individus éligibles. L'objectif donc d'élimination était très ambitieux, qui consistait à réduire de 80% de nouveaux cas, de réduire de décès de 65%, mais pour y arriver, il fallait donc identifier 90% de toutes les infections et traiter 80% de toutes les personnes infectées. Ce graphique montre les prévalences par région de l'AMS et on voit que les pays de l'Europe de l'Est, les pays de l'Occident et les pays d'Asie du Sud-Ouest donc sont les plus touchés, ainsi que les pays d'Afrique. Ce graphique aussi montre, donc ce graphique qui montre la situation en 2016 et le gap, donc l'écart entre la situation actuelle en 2016 et ce qu'on doit atteindre en 2030. Donc, il y a un grand écart entre les diagnostics, les personnes diagnostiquées, les traitements déjà institués et le nombre de personnes qui ont été guéries de l'hépatite C. Cet autre graphique, il montre le nombre de diagnostiqués et de traitements déjà en 2016 par rapport au revenu des pays. Le groupe des pays dont les pays à ressources limitées, très bas revenus, qui ont un petit nombre de personnes traitées, mais de diagnostiquer, mais pas vraiment de traitement à ce moment-là, ou alors très peu. Les pays à bas et moyens revenus, on voit un bon nombre de personnes qui connaissent leur statut, mais le nombre de personnes traitées était très bas. Et paradoxalement, donc, les pays à haut et moyen revenus et les hauts revenus, on voit bien qu'il y a un bon nombre de personnes qui ont été testées, donc détectées, qui connaissent leur statut,
mais qui n'arrivent pas à avoir le traitement. Et ça, c'était en 2016. Du coup, ce graphique montre qu'il y a un grand écart entre eux. Des gens qui sont déjà diagnostiqués, mais le traitement est très, très bas. Et tout ça doit être imputé au coût du traitement qui était alors très élevé en 2013, 14, 15 et 16. La microélimination de l'hépatite C, elle consiste à réduire la prévalence, l'incidence et la mortalité par le virus de l'hépatite C dans une population spécifique. Exemple ici des personnes qui s'injectent des drogues. Et les critères pour une microélimination, donc il faut avoir un plan pour adapter les ressources et les services afin de surmonter les barrières connues et arriver à un niveau élevé de diagnostic de traitement d'une ou plusieurs populations bien définies dans un laps de temps bien défini. Il faut établir un plan, des objectifs annuels réalisables basés sur des modèles mathématiques et, si nécessaire, déterminer les niveaux de diagnostic de traitement exigés pour progresser vers un ultime objectif d'élimination dans le même groupe. Donc, le plan est développé et implémenté à travers un processus impliquant toutes les parties prenantes, comprenant les officiels du gouvernement, les personnes de santé et les représentants de la société civile. Les progrès et les résultats doivent être surveillés et rapportés publiquement en utilisant des indicateurs sélectionnés à la fin du processus. Donc, la microélimination d'une petite population qu'on peut suivre, on fait implémenter le programme et avoir des résultats notables. Et quelle est l'approche à la microélimination? L'objectif d'élimination d'hépatite C en 2030 est basé sur ces principales actions qui sont l'amélioration de l'accès au traitement par l'augmentation des centres de traitement à travers les réseaux d'hôpitaux, augmenter les sensibilisations au dépistage avec des tests rapides combinant le VIH, l'hépatite C et l'hépatite B, et renforcer la prévention à travers des actions innovantes visant à priorité les populations qui sont en dehors des systèmes de santé classiques. La macroélimination. La macroélimination de l'hépatite C, le terme se réfère à une élimination globale d'hépatite dans la population générale, en accord avec l'objectif de l'OMS éliminer. Alors que la microélimination paraît un objectif réalisable, la macroélimination se heurte à beaucoup de barrières en relation avec la connaissance, le peu de connaissance de l'infection dans la population générale, le manque de financement des tests et des traitements dans beaucoup de pays, ainsi que le lien au système de santé. La macroélimination, donc, une étude récente dans la modélisation de l'Union européenne a estimé que pour atteindre les objectifs de l'OMS, le traitement doit augmenter de 150 000 patients en 2015 annuellement à 187 000 patients en 2025. Et le diagnostic doit augmenter annuellement de 88 800 nouveaux cas en 2015 à 180 000 personnes en 2025. Donc, le développement des programmes de dépistage est crucial pour pouvoir augmenter le nombre de patients traités à la fin d'atteindre les objectifs d'élimination de l'Organisation mondiale de la santé. Quelles sont les étapes pour réaliser la macroélimination? Pour réaliser la macroélimination, il faut augmenter la connaissance et la conscience de l'hépatite C dans la population générale et les professionnels de santé par des campagnes de sensibilisation. Il faut identifier et diagnostiquer tous les cas. Il faut traiter et guérir tous les cas virémiques et réduire les risques de réinfection par des mesures efficaces. Il faut aussi implémenter la surveillance de possibles réinfections. Ici, donc, c'était
la situation à la fin 2017, une année et demie après la proclamation de la stratégie d'élimination de l'hépatite C, et seulement 12 pays étaient en voie de l'élimination, qui donc avaient commencé des activités qui orientent vers l'élimination. Les autres pays, donc les autres pays qui étaient en voie, c'était très peu, et on voit que des pays africains, il n'y a que 4 pays africains qui avaient amorcé des activités en voie d'élimination. Quels sont les défis de l'élimination de l'hépatite C? En fait, pourquoi la progression de l'élimination de l'hépatite C est lente? En fait, sur le plan international, les objectifs d'élimination de l'OMS semblent très vastes. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore établi de plan d'élimination. Et le plus gros problème, c'est peut-être le financement des programmes contre les hépatites virales, qui est absent, ou alors dans beaucoup de pays, ou alors insuffisant. Il y a aussi le personnel qualifié, personnel de santé qualifié, qui est insuffisant. Il y a un manque d'informations du personnel soignant qui ne sont pas donc formés sur les hépatites virales en général dans beaucoup de pays. Les usagers de drogue, qui est donc un groupe spécial qui est à risque dans tout le pays, dans tous les pays du monde. Dans beaucoup de pays, les médecins rencontrent des barrières pour fournir des tests et des traitements pour les patients qui s'injectent des drogues, surtout dans les pays développés. Et les stratégies centrées sur ces groupes de personnes sont absentes dans les pays à ressources limitées. Il y a aussi un problème de stigmatisation ou alors d'accès difficile aux services de santé et des formes variées de restrictions. Il y a aussi des politiques punitives qui sont des obstacles pour l'élimination de l'hépatite C dans ce groupe de personnes. Donc, la micro-élimination dans le groupe de personnes qui s'injectent des drogues implique une expansion des services de réduction des risques en y incorporant le service de dépistage et de traitement. Élimination, oui, on en parle en 2016, mais en fait, quand on y voit clair, ça a commencé plus tôt. Ici, déjà en 2013, il y a eu l'amorce de l'élimination. Quand le traitement est apparu, le traitement efficace pour l'hépatite C est apparu, on voit que déjà, on a commencé à réfléchir sur l'élimination. Il était possible donc d'éliminer l'hépatite C parce qu'elle pouvait être guérie. Donc, ce diagramme montre que l'élimination des hépatites a commencé plus tôt, en 2016, au moment où l'OMS a lancé sa stratégie globale d'élimination des hépatites. En effet, en 2013, il y a eu plusieurs activités qui vont vers l'élimination. 2013 est l'année où les premiers résultats des traitements d'hépatite C avec les antiviraux à action indirecte sont apparus avec une réponse virologique de plus de 95%. À partir de ce moment, il était clair que l'hépatite C pouvait être éliminée. Ainsi, le premier rapport sur le diagnostic et le traitement a été généré pour le UNITED. C'est à ce moment-là aussi que les premières recommandations de tests de diagnostic et de traitement en utilisant les antiviraux oraux pour l'hépatite C ont été énoncées. En 2014, l'UNITED a approuvé le financement du programme VIH hépatite C, c'est-à-dire que les patients qui sont co-infectés pouvaient être traités gratuitement, au moins dans les pays qui bénéficiaient de ce financement de traitement de l'hépatite, du VIH et de l'hépatite C.
Il y a aussi publication de l'impact de l'élimination de l'hépatite C dans 16 pays et revue à la baisse de la prévalence globale de l'hépatite C dans le monde. L'Égypte a eu aussi à montrer l'impact, évaluation d'impact de l'hépatite C en 2014. L'Égypte, il faut le dire, c'était le premier pays où la prévalence la plus infectée avec l'hépatite C, avec une prévalence qui allait jusqu'à 14%. En 2015, l'Assemblée générale de l'OMS a endossé l'élimination des hépatites virales. Et l'Égypte a été le premier pays à lancer son plan national d'élimination. Il y a beaucoup de publications sur les éliminations, donc sur l'impact d'élimination dans 30 pays, 31 pays. Il y a aussi l'évaluation de l'impact de l'élimination, de l'expansion du mandat du MPP, Médecine Patente pour, cet organe des Nations Unies qui travaille pour l'accès et la facilité le développement des médicaments pour les pays à bas et moyens revenus sur l'hépatite C. L'année suivante, donc, cet organe a étendu son mandat sur l'hépatite C. En 2016, donc, il y a eu le lancement de la liste annuelle des pays sur la voie de l'élimination. Il y a mise à jour aussi de la prévalence globale de l'hépatite C, qui est passée de 80 millions en 2015 à 71 millions. En 2007, l'OMS a adopté les données de l'hépatite C, hépatite B, qui sont les données de Polaris. Il y a eu publication de l'élimination de l'hépatite C dans l'Union européenne, qui était une avancée très importante parce qu'avant, donc, il y avait une limitation de gens qui sont traités, peut-être des gens qui ont une fibrose avancée qui pouvaient être traités, mais à partir de 2017, toutes les personnes qui étaient infectées pouvaient être traitées par l'hépatite C. En 2018, les pays de l'Union européenne donc, ont levé les restrictions. Il y a eu évaluation de l'impact de la dose à la naissance du vaccin contre l'hépatite B et mise à jour de la prévalence globale de l'hépatite B. Il y a aussi début de suivi des tests et des médicaments de qualité pour les hépatites virales. 2019 a vu Gavi donc accepter de financer la dose à la naissance pour le vaccin de l'hépatite B. Bref, donc toutes ces activités donc qu'on voit sur ce diagramme montrent qu'il y a eu une évolution depuis 8 ans vers l'élimination de l'hépatite virale, des hépatites virales en général et de l'hépatite C. Donc, maintenant, est-ce que l'élimination globale de l'hépatite C en 2030 est-il un objectif réaliste? En effet, il y a beaucoup de différences de prévalence à travers les pays et il y a beaucoup de prévalence dans les populations, de différences dans les populations, les âges, les facteurs de risque. Il y a une très grande disparité dans le coût des tests et des médicaments selon les pays. Et seule la disponibilisation des fonds pour permettre le personnel, dépister, traiter le plus grand nombre de personnes va permettre d'atteindre cet objectif. Micro ou macro-élimination. La micro-élimination bien organisée conduit à des succès notables et encourageants, surtout quand les moyens sont limités. Donc, de multiples micro-éliminations sur des différentes populations bien définies, comme les personnes qui s'injectent les drogues, les personnes vivant avec le VIH, les prisonniers, peuvent à terme aboutir à une micro-élimination, des petits groupes, élimination dans des petits groupes, et puis arriver à atteindre le plus grand nombre.
il faut une intégration du programme des hépatites virales dans des autres programmes déjà existants, comme le programme des VIH, de la tuberculose et de la malaria, pour pouvoir augmenter le dépistage et le traitement avec les mêmes ressources humaines. En conclusion, donc, il y a des éléments clés de l'élimination de l'hépatite C, tels que, donc, il faut une connaissance du statut de l'hépatite C, et il faut aussi prévenir les infections. Donc, il faut dépister. Il faut avoir accès aux tests de dépistage, donc il faut mettre les moyens. Il faut aussi avoir accès au diagnostic, tests de diagnostic, il y a tests de dépistage, tests de diagnostic. Il faut pouvoir envoyer donc des personnes diagnostiquées vers les soins de santé. Ils peuvent donner donc le traitement. Il faut aussi décentraliser le traitement, passer des grands hôpitaux vers peut-être des centres de santé pour pouvoir atteindre le plus grand nombre. On a besoin de développement des plans nationaux pour lutter contre les hépatites, donc plan d'élimination des hépatites virales dans tout le pays. Je vous remercie donc pour votre attention. Merci, Constance. Voilà, nous y sommes tous. Sinata. Bonjour Christine, bonjour tout le monde. Un petit mot, on a eu des difficultés pour se connecter. Un petit mot à toi avant que nous passions aux questions qui sont arrivées sur le chat. Souleymane, on ne voit pas très très bien. On dirait que Souleymane est dans un décor psychédélique. Sinata. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on a eu une deuxième plénière très riche, parce qu'on a vu 3 thématiques importantes. L'échec virologique au VIH, sa gestion, qui est complexe, avec des suggestions qui ont été faites à la fin par le docteur Poincaré pour ramener, n'est-ce pas, de 1000 à 200 copies, n'est-ce pas, le feuille. Nous avons vu avec la présentation, une excellente présentation par le docteur Shimakawa sur l'hépatite B. Et j'étais très intéressée parce que il y a eu également des obstacles, des défis qui ont été définis. Mais on n'est pas encore dans la phase question-réponse, mais je m'étais intéressée sur la stratégie qui a été proposée, l'une des stratégies, n'est-ce pas, de traiter tout le monde avec hépatite chronique, si j'ai bien compris, une des stratégies qui avait été proposée. Mais en même temps, je me suis posé la question sur ce qu'ils avaient trouvé, que très peu de personnes étaient éligibles au traitement, n'est-ce pas, antiviral dans ce cadre. La dernière présentation, qui était également une présentation très intéressante sur l'hépatite C. Donc, on a vraiment, grosso modo, je pense qu'on a brossé les différents défis, obstacles et notamment l'impact, n'est-ce pas, dans la présentation sur l'hépatite, l'obstacle du COVID-19 sur le suivi. Et ça, c'est important. Et sachant que le COVID sera avec nous pendant longtemps, il faudra réfléchir sur comment faire pour minimiser, pour continuer à suivre les patients infectés par le VIH, ceux infectés par les hépatites B et C. Voilà un peu, sans aller dans trop de détails, ce que je peux dire. Je voudrais vraiment féliciter toutes ces présentations
j'ai quelques ennuis de santé, donc c'est pour cela que vous me voyez là, depuis hier seulement, donc, mais ça va, à part un petit essoufflement. Je voudrais remercier et vous remercier de m'avoir invité à cette présentation et d'avoir également, Christine, de m'avoir relayé au vu du retard, n'est-ce pas, pris par rapport à ma présentation. Merci. Mais merci Sinata. Et puis, remets-toi bien. Sinata, tu es et tu as été très précieuse à la Fravie et nous t'en remercions. Merci. Alors, je pose, je ne sais pas si Suleiman voit bien les questions. Nous trois, on va se partager donc les questions. Je commence par des questions à Charles. Et une question nous vient, je ne sais pas où, mais la personne demande si on peut avoir un échec clinique avec une charge virale indétectable. Ouais, merci pour cette question. C'est vrai, on a des patients, souvent vous faites la charge virale indétectable, vous vous rendez compte, soit les CD4 n'évoluent pas beaucoup, et ces patients qui ont une charge virale indétectable et qui n'ont pas restauré le système immunitaire peuvent développer des infections qui sont classantes et qui font penser à un échec thérapeutique. Donc, c'est pour ça que très souvent, la question qu'on se pose très souvent, c'est quand cette charge virale est indétectable et qu'on n'a pas une restauration immunitaire, est-ce qu'on doit changer le traitement? Moi, je dis toujours non. Quand la charge virale est indétectable, ça veut dire que le traitement est efficace. On ne doit pas changer le traitement. Et c'est la restauration immunitaire qui va prévenir l'apparition des infections opportunistes. Tout à fait, Charles. Et on pourrait même ajouter qu'effectivement, on voit un peu d'infections opportunistes. Par contre, ce qu'on peut voir, et on s'attelle à ça, c'est des maladies comme la maladie de Kaposi qui ressurgissent malgré une immunité à peu près correcte et une charge virale indétectable. Suleiman, tu vois les questions? Il y a des questions qui vont concerner Yusuke. D'abord, tu es là, je n'ai pas les questions, Christine. Tu peux les poser, s'il te plaît? Alors, je pose donc d'abord félicitations à Yusuke. Et une première question. Comment, chez les femmes enceintes avec une première sérologie positive antigène HBS, est-ce qu'il faut faire systématiquement la charge virale et l'antigène HBE? Et toute la difficulté étant de définir la chronicité durant la grossesse à cause du délai de dépistage. Et cette question nous vient de Saint-Louis, au Sénégal. Merci Christine et merci pour cette question. Donc d'abord, ce qui est recommandé maintenant, il y a les nouvelles lignes directrices de l'OMS qui viennent de sortir. Donc d'après ces lignes directrices, ce qui est recommandé après la positivité de anti-HBS, c'est de faire la charge virale PCR. Mais bien évidemment, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'accès à la charge virale PCR. Donc dans ce contexte, il donne la condition, la recommandation conditionnelle que si ils n'ont pas d'accès à la charge virale, on peut faire l'anti-HBV et celles qui ont anti-HBV positive doivent être considérées, être traitées pendant la grossesse. Et au niveau de chronicité ou pas, donc je pense que j'ai compris que la question c'est quand on fait juste une sérologie anti-HBS une fois, ça ne va pas éliminer la possibilité que la femme ait plutôt hépatite aiguë de l'hépatite B plutôt que l'hépatite B chronique. Mais par exemple, dans un pays Afrique subsaharienne où la transmission mère-enfant et la transmission horizontale précoce entre les enfants était le mode de transmission principal, la transmission entre les adultes par les voies sexuelles, etc., ça existe certainement, mais ce n'est pas le mode de transmission majeur.
Donc, je pense qu'on peut considérer que la plupart des femmes qui sont dépistées positives pour l'anti-HBS peuvent être considérées comme porteuses chroniques de l'hépatite B, sauf si elles montrent les signes et les symptômes liés à l'hépatite aiguë. Merci, Yosuke. Je vais continuer. Il y a une autre question. Je crois que vous y avez partiellement répondu. Mais on nous demande ce que vous pensez des propositions pour une approche test and treat. C'est vrai que dans le VIH, on est très test and treat. Vous l'avez évoqué, traitement pour tous. Finalement, on pourrait imaginer ça. Alors, c'est vrai qu'on a vu que tout le monde n'est pas éligible. Et une autre question subsidiaire, c'est qu'on a parlé de traitement quotidien. Il y a des données qui montrent aussi, en tout cas chez des co-infectés, qu'on pourrait donner le tenofovir, peut-être pas quotidiennement. Qu'en est-il? Qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup pour cette question très importante et aussi je pense que c'est très à la mode également. Donc d'abord, oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a plusieurs études, surtout dans les cas de co-infection VIH et l'hépatite B, qui sont systématiquement traitées avec antiviraux qui incluent tenofovir, etc. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que le taux de développement de cancer du foie ou développement de cirrhose, etc., est inférieur à ce groupe co-infecté par VIH qui sont traités systématiquement, qui peut suggérer que probablement il y a un bénéfice de traiter tout le monde comme ça, mais quand même il faudra faire attention parce que l'histoire naturelle de l'infection chronique de l'hépatite B, mono-infection, et histoire naturelle de l'infection co-infection VIH et l'hépatite B n'est pas le même. Donc c'est pas le groupe comparable de comparer co-infection VIH qui sont systématiquement traitées par tenofovir et mono-infection l'hépatite B sans traitement. C'est pas vraiment comparable. Et puis après, donc, comme je vous ai dit, je pense que c'est très intéressant comme idée, mais après, il reste beaucoup de questions. Déjà, au niveau de l'observance au traitement, observance au suivi, ceux qui ne sont pas ce traitement, on ne sait pas. Et on ne sait pas très bien, dans une grande échelle, si la stratégie implémentée en tant que stratégie de santé publique. Donc, on ne sait pas au niveau de l'acceptabilité, on ne sait pas au niveau de la faisabilité. Donc, il reste beaucoup de questions. Je pense que c'est une question très pertinente, très intéressante, mais il reste beaucoup de questions. Une autre question concerne le coût du traitement du tenofovir. Il y a beaucoup de pays où le tenofovir est mis à disposition gratuitement pour le traitement du VIH et pas pour l'hépatite. Quelles sont les marges de progression possibles? Je ne suis pas vraiment expert dans ce domaine, mais je pense que dans beaucoup de pays avec subsahariens, maintenant, les gens ont l'accès au tenofovir avec un prix générique. Donc, je pense que ça doit coûter environ entre 3 et 5 euros par mois, qui fait environ 50 euros ou 60 euros pour le traitement d'un an. Donc, je pense que dans beaucoup de pays, l'accès a été amélioré, je pense. Et enfin, avant de conclure, une question pour Constance, deux questions. Peut-être que j'inviterai les gens à revoir la présentation. Ça n'était pas clair pour eux, la micro et la macro-élimination. Très brièvement, parce qu'on doit rendre l'antenne. Constance est là? Bon. Eh bien, si Constance n'est pas là, je crois qu'elle a bien expliqué la micro dans les petits groupes. C'est vrai que ces politiques impliquent beaucoup de mise en œuvre, de non-rejet des toxicomanes, de toutes les micro-populations. Il me revient maintenant de vous remercier tous les trois. On était en live, donc ce n'était pas toujours très facile. Surtout, un grand merci à vous, Sinata, à Souleymane, pour nous étions 3 vétérans, co-chairer cette session de plénière. Et maintenant, eh bien, je vous invite à une petite pause et beaucoup de sessions
passionnantes, en particulier échecs et résistance, qui suivent dans ce programme. Bonne continuation, bonne suite de conférences et à bientôt, en vrai, un jour. Merci beaucoup et Merci à vous. bonne continuation.